Bienvenue, non pas sur le plateau d'Interdit d'interdire, mais chez moi, confinement oblige. On va passer toute cette émission avec Franck Lepage, qui est militant de l'éducation populaire, une vedette de l'underground, de la contre-culture, connu grâce à ses fameuses conférences gesticulées. Il en a donné plus de 500, beaucoup regardées, pour un certain nombre d'entre elles sur Internet. Bonjour Franck Lepage, comment vous portez-vous? Bonjour, ouais, formidable. J'ai plus de 65 ans, donc tout va bien. Oui, donc vous restez chez vous. Alors, une de vos conférences les plus célèbres, c'est celle où vous expliquez la novlangue, la langue de bois. Est-ce que vous avez noté une langue de bois particulière depuis le début du confinement et de l'épidémie du coronavirus? Alors, il y a la langue de bois, évidemment, qui concerne toute la santé, toutes les politiques de santé, et notamment de leur privatisation. On nous en a sorti une pas mal hier. Le préfet, pas le préfet, le directeur de l'ARS du Grand Est, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui a fait savoir qu'il n'y aurait aucune raison d'arrêter le processus de modernisation et de performance de l'offre de soins hospitaliers après cette crise sanitaire, et que donc on maintenait la suppression de 599 postes au CHU de Nancy et 275 lits. Et donc pour dire ça, il justifie ça par la modernisation et la performance de l'offre de soins hospitaliers. Ça, c'est le discours. Alors, sur le coronavirus lui-même, franchement, on peut repérer. La langue de bois, elle a deux tendances. Elle a une tendance qui consiste à euphémiser ce qu'on veut pas, ce dont on veut cacher la violence, ou au contraire, à amplifier ce qu'on veut, enfin les ennemis. Pour prendre un exemple très simple, quand vous avez 5 minutes de retard à la RATP, vous avez une prise d'otage, d'accord ? Donc là, on n'est pas dans l'euphémisme, on est dans l'hyperbole, où quand quelqu'un jette, je sais pas quoi, un fer à béton sur un TGV, c'est pas du vandalisme, ça devient du terrorisme. Bon. Donc là, l'effet, il est très très clair dans le discours de Macron notamment, c'est l'appel à la guerre, bien sûr. Répéter 7 fois « nous sommes en guerre », ça ne va pas du tout. Nous ne sommes pas en guerre. Pour le reste, je dirais que l'essentiel de la langue de bois sur le coronavirus, c'est de noyer le poisson, c'est de nous priver de toute information. On ne comprend rien si on ne va pas chercher soi-même sur Internet de l'information chez les gens. Il y a rien qui est dit sur les chaînes. C'est vrai que vous avez publié un texte, Covid-19, l'ami des dominants, qu'on peut lire sur le site de l'Ardeur. Vous en prenez aux chiffres qui nous sont donnés en permanence, mais jamais en regard de quoi que ce soit, ce qui fait que ces chiffres sont incompréhensibles, dites-vous. Tout à fait. Une autre stratégie de la langue de bois, c'est les statistiques. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être la blague. 98% des gens croient une information si elle contient une statistique. En fait, cette communication sur les médias dominants, sur TF1, France 2 ou autres, elle tourne en boucle sur 3 informations qui sont chaque jour de nous annoncer un nombre de décès qui est plus grand que la veille. Sans que ces décès ne soient jamais rapportés à rien. C'est-à-dire que moi, me dire il y a 400 morts, ça peut être très effrayant, ou ça peut l'être pas tellement, si on le met au regard d'autres chiffres. Notamment les chiffres des gens qui meurent normalement, c'est-à-dire chaque année de causes naturelles, comme on dit. C'est vrai que 400 morts à l'aune des 6 000 décès chaque année, ça peut paraître peu. Absolument, on est à 618 000 décès cette année. Ça s'appelle la démographie. Et puis vous avez 700 000 naissances. Sur ces 600 000, on va simplifier, sur ces 600 000 décès, vous en avez par exemple, ça ce sont les chiffres du ministère de la Santé, c'est pas le groupuscule gauchiste du coin. Donc l'adresse, la direction des études et de la statistique du ministère de la Santé nous informe qu'il y a 150 000 décès dans les EHPAD chaque année. 150 000. Alors, quand on vous annonce que... Vous êtes sûr, c'est pas 84 000 à peu près? Alors ça, c'est un autre chiffre que j'avais trouvé, mais depuis, on a revérifié sur les chiffres du ministère. 86 000, c'était parce qu'ils annoncent
14% de morts dans les EHPAD. Mais il faut rajouter, ça va devenir technique, hein, il faut rajouter les 54% de morts dans des structures hospitalières. Et donc vous avez une perméabilité parce que les vieux ne meurent pas tous à l'EHPAD. C'est-à-dire que quand c'est un EHPAD qui n'est pas équipé d'un système de soins, on va le faire mourir à l'hôpital, d'accord? Bon, bref. Le ministère... Je comprends. Mais reconnaissez, Franck Lepage, que si au moment où on apprend que plus de 1000 personnes sont mortes dans les EHPAD depuis le début du confinement, si on disait, bon, c'est pas grand-chose par rapport aux 80 ou 100 000 morts habituels chaque année, ça choquerait tout le monde, vous compris et moi compris, non? Oui, c'est juste que ces chiffres ne sont pas éclairés. Je ne peux rien faire avec un chiffre pareil. Quand on me dit, j'ai regardé les chiffres en Bretagne, j'habite en Bretagne, on est à 88 morts. Bon, la dernière fois que j'avais regardé, c'était la semaine dernière, on était à 32 morts. Bon, ok, 32 morts, de 32 à 88, c'est moche. C'est vraiment pas terrible, 88 morts. Mais il y a 3,5 millions de personnes en Bretagne. Et excusez-moi, mais enfin, je veux dire, 88 morts sur 3,5 millions de personnes, est-ce que c'est un chiffre inquiétant? J'en sais rien. Je ne peux pas analyser ce chiffre. Je ne comprends pas ce chiffre. Quand Macron annonce le confinement, le 16 mars, le département à côté du mien, il y a un avion de chasse qui passe, le département, le département des Côtes-d'Armor a repéré un cas. Un cas, d'accord? Le 16 mars, il y a un cas dans les Côtes-d'Armor. À partir de là, on va faire surveiller les plages par hélicoptère, d'accord? Pour empêcher les gens d'aller prendre un peu l'air, les gens qui sont confinés parfois dans des endroits absolument terribles, dans des 2 pièces, okay? Et ils sortent, ils ne mettent absolument personne en danger. N'importe quelle personne munie d'un cerveau est capable de comprendre ça. J'ai des amis médecins qui m'ont dit on ne comprend pas très bien le coup des hélicoptères parce qu'il est absolument évident que quelqu'un qui va sur une plage ne met personne en danger, etc. Donc, si vous voulez, cette question des chiffres, elle est extrêmement perturbante. Parce que à la fois c'est une information qui est angoissante, c'est-à-dire qu'il y a une hystérisation du problème, on nous annonce des nombres de morts, mais en même temps, si on met ces chiffres, on regarde d'autres chiffres, ça devient presque bizarre. C'est 73 000 morts du tabac chaque année en France. Les morts dans les EHPAD, c'est 400 par jour normalement. Enfin, vous savez, on nous a parlé de la grippe saisonnière, tout ça. Alors, vous avez toujours des gens qui disent non, mais on ne peut pas comparer. On peut toujours comparer. L'intérêt de la comparaison, c'est précisément de mettre des choses qui sont pas les mêmes. Donc voilà. Donc, sur cette communication par les chiffres, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis vraiment perplexe. Ce que j'ai décidé, c'est d'arrêter d'écouter les informations. Parce que c'est terrible, c'est complètement angoissant, mais c'est terrifiant, c'est terrifiant. Enfin, vous pouvez pas, tous les quarts d'heure, on vous annonce un nombre de morts, ok? Bon, après, quand on vous dit, par exemple, que Manu Dibango est mort du coronavirus, ça, c'est une nouvelle, vous voyez. Alors, elle est reprise tous les quarts d'heure sur France Intox. Donc, le coronavirus a tué Manu Dibango. Donc, un artiste sympathique. Moi, je l'ai connu. Hein. Je veux dire, on a inauguré une MJC Manu Dibango. Il est venu, c'est un mec sympa. On a discuté toute la soirée. J'adore. Donc, il est mort du coronavirus. Vache, ça, c'est une sale nouvelle. Puis alors, juste après, il avait 86 ans. Non, mais là, vous dites, attendez. D'accord, enfin, il est mort du coronavirus, mais enfin, il est peut-être mort aussi parce qu'il avait 86 ans. Enfin, je veux dire, que signifie de nous dire que Manu Dibango est mort du coronavirus? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Quelle est cette information? J'ai reçu Manu Dibango il n'y a pas très longtemps dans Interdit d'interdire, il se portait très bien. Je peux croire effectivement que le coronavirus est responsable de son décès, qui m'a semblé, quand je l'ai appris, moi aussi, prématuré. Mais il aurait vécu jusqu'à quel âge? Aujourd'hui, on peut vivre assez longtemps. Ouais. À vous entendre, on dirait qu'il y a un âge au-delà duquel on ne doit plus être là, ou en tout cas plus se plaindre si jamais on est obligé de partir. Je mets partir entre guillemets, bien entendu. C'est 79 ans l'âge des hommes en France, donc bon, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans la dernière ligne droite, on sait qu'on va mourir de quelque chose, voilà. C'est un coronavirus. Quand vous attrapez quelque chose entre 60... Enfin, les 32 morts en Bretagne, c'était tous 65-79 ans. Donc voilà, bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que cette communication par les chiffres, elle est très difficile à décoder, elle est très difficile à comprendre.
Et elle est très anxiogène, elle est très effrayante. Franck Lepage, vous avez publié, je l'ai dit, un texte intitulé Covid-19, l'ami des dominants. Alors en quoi est-ce que ce virus, en quoi est-il l'ami des dominants? Parce que nous sommes entrés depuis les années 80 dans une phase d'accélération du capitalisme qui est littéralement entré en roue libre. À partir du moment où il n'a plus en face de lui de modèle alternatif avec l'écroulement des modèles communistes, le capitalisme n'a plus eu d'opposants. On est rentré donc dans une phase extrêmement inquiétante pour les gens. On le voit dans la façon, par exemple, comment je dirais, le gouvernement de Macron, par exemple, mais encore une fois, Macron n'est pas en cause. Avant lui, c'était Hollande, et avant lui, c'était Sarkozy, avant lui, etc. Macron n'est que l'exécutant d'une politique qui s'est mise en place dans les années 80, qu'on appelle le néolibéralisme, enfin bref, cette espèce de capitalisme en roue libre. Comment dire ça simplement? Ce capitalisme ne peut plus générer des profits comme il le faisait jusqu'à maintenant, jusque dans les années 80, à savoir avec des marchandises qu'on fabrique et qu'on vend. Le capitalisme, je rappelle, est la seule forme connue où les crises sont des crises de surproduction. Une crise au Moyen-Âge, c'est parce qu'il manque quelque chose, on va crever de faim. Le capitalisme est une crise, génère des crises de surproduction. Les voitures de 2018 ne sont toujours pas vendues. C'est pour ça que vous pouvez les avoir pour pas cher aujourd'hui. Et ce qui nous arrive là, c'est une nouvelle crise de surproduction. C'est-à-dire qu'on va effacer, on va mettre 1 million de chômeurs à la rue, on va fermer des petites entreprises, on va couler des artisans, on va regrouper des banques, comme ça s'est passé en 2008, comme ça s'est passé chaque fois qu'il y a eu une crise. Donc, on est en train d'avoir ça ici. Pourquoi est-ce qu'on a écrit Covid-19, l'ami des dominants? Mais pour une raison assez simple, c'est que cette crise permet en grandeur nature de réaliser un certain nombre de tests qui étaient rêvés et réclamés par les dominants, par le patronat depuis les années 80, mais qui ne pouvaient pas mettre en œuvre, sauf à mettre tout le monde dans la rue. Là, il y a un prétexte extraordinaire. Il y a un prétexte pour bousiller le droit du travail. Il y a un prétexte pour envoyer tout le monde à la maison étudier. Ça, c'est le rêve de l'OCDE. Bref, il y a un prétexte pour transformer en marché, en marchandise, des services publics, c'est-à-dire des choses qui jusqu'à maintenant échappaient à la marchandise. Est-ce que c'est clair ce que je dis ou est-ce que j'ai besoin de préciser? Parce que ce n'est pas forcément facile à comprendre. Oui, oui. Non, on comprend. On comprend la marchandisation de ce qui était gratuit ou en tout cas de ce qui était mutualisé jusqu'à présent. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Non, parce qu'il faut trouver de nouveaux marchés pour générer de nouveaux profits. D'accord? C'est-à-dire qu'une fois qu'une clé USB, qui est un petit miracle de technologie, est vendue moins cher qu'un kilo de pommes de terre, okay, la marchandise... Marx, le vieux barbu, avait déjà expliqué ça il y a longtemps. Je veux dire, la baisse tendancielle du taux de profit, selon Marx, c'est exactement ça. C'est de dire les marchandises génèrent de moins en moins de profits. Donc, il faut trouver des nouveaux marchés, il faut trouver de nouvelles façons de générer des profits. Une de ces nouvelles façons, mais ce n'est pas la seule, une de ces nouvelles façons, c'est de générer des nouveaux marchés. Et c'est notamment de mettre la main sur des choses qui jusqu'à maintenant étaient des services publics. En particulier, par exemple, le service public de la santé, mais on pourrait parler, si on a le temps, aussi du service public de l'éducation, dont on est en train de faire une expérimentation magnifique de ce que réclame l'OCDE depuis un moment, pour créer un marché éducatif. On supprime les profs, on met tout le monde chez soi, on fait du e-learning, etc. Donc on est en train d'expérimenter ça en direct. Et sur les politiques de santé, cette crise tombe à pic, quoi. Vous ne faites quand même pas partie de ceux qui pensent qu'on l'a provoqué, cette crise sanitaire. Non, pas du tout. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle les complotistes. Bon, voilà. Le problème du complotiste, c'est qu'il va chercher des individus responsables. C'est-à-dire que nous, on fait de l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on cherche l'explication des systèmes. Par définition, le complotiste ne raisonne pas en termes de système.
Il va dire c'est la CIA, c'est je sais pas qui, enfin je veux dire il va accuser des gens, enfin, etc., etc. Non, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe en termes de système. Il y a aussi à l'œuvre actuellement un terrible manichéisme. Alors selon où l'on se place, on va accuser les immigrés, les étrangers, les juifs comme au temps de la peste noire, les cités qui ne respecteraient pas le confinement, les riches qui sont partis à la campagne ou bien qui restent dans leurs 250 mètres carrés à se désaltérer de la sueur des travailleurs, le gouvernement, le MEDEF, c'est la faute au patronat. Vous-même, vous dites le patronat se frotte les mains. Vous-même, vous dites, en parlant des responsables des agences de santé, qu'il faudra les juger ensuite. Est-ce que vous ne tombez pas dans le manichéisme à votre tour, Franck Lepage? Manichéisme, ça voudrait dire qu'il y a des gentils et des méchants, c'est ça? C'est ça, que l'autre a tous les défauts et que nous n'en avons aucun, que l'autre est responsable, que nous ne le sommes pas. Je sais pas répondre à cette question. Je pense que pour comprendre le capitalisme, il faut retourner à la racine des phénomènes. Ça veut dire qu'il faut avoir une posture radicale. À mon avis, ça serait une erreur de confondre radicalisme et manichéisme. C'est pas parce que vous avez une posture radicale que vous êtes nécessairement manichéen. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, parce que le manichéisme, c'est une posture morale. Ça consisterait à dire Mitterrand était un salaud. Ok, ça c'est manichéen. Non, par contre, dire Mitterrand est celui qui a liquidé tous les acquis que les communistes avaient mis en place depuis 1947 et qui a enclenché la démolition absolument continue de toute forme de protection sociale, c'est pas du manichéisme, c'est une analyse radicale. Qui pourrait se discuter, vous l'admettez. On n'a pas le temps là, mais on pourrait dire non, c'est pas Mitterrand. On pourrait le dire, mais en même temps, après, il faut aller sur les faits. Donc, c'est Bérégovoy, le premier, qui arrête les augmentations de cotisations qui financent la Sécu. Puis ensuite, ils vont tous prendre la suite derrière. C'est Bérégovoy qui prépare le plan de démolition des retraites que va mettre en œuvre Balladur, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a une continuité. C'est pour ça que manichéen ça me parle peu, même si vous avez raison qu'il faut se faire attention, enfin, je veux dire, à ne jamais moraliser le problème. Je trouve qu'il y a une continuité absolument étonnante, enfin, dans cette vague de démolition qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec un hôpital dans l'état où il est. Les agences régionales de santé, les ARS, quand de façon polémique, on a dit que ça serait pas mal un jour qu'ils se retrouvent devant des tribunaux, étant donné le mal qu'ils ont fait aux gens. Les ARS sont mis en place par Sarkozy. Le projet est extrêmement simple. Enfin, je veux dire, il s'agit de transformer une politique de soins en une politique de profit sur l'offre de soins. Ça peut rendre volontiers haineux, ça peut rendre colérique. Quand je parle de manichéisme, il y a aussi le fait qu'on remplace, on veut juger de la complexité avec des alors peut-être avec radicalisme, comme vous le dites, ou avec des réflexes simples. Vous parlez de Nicolas Sarkozy, il avait pour ministre de la Santé Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, à l'époque, c'était l'épidémie de H1N1, elle avait collecté des masques. On était le pays qui en avait le plus à l'époque, on en avait 1 milliard. Elle avait mis en place un comité stratégique pour lutter contre les prochaines pandémies. Dieu sait si on s'est moqué d'elle à l'époque. Les médias se sont moqués d'elle. Peut-être vous-même, vous êtes-vous moqué d'elle, je ne sais pas. Le Conseil d'État s'est moqué d'elle et on a fini, évidemment, par mettre en pièces tout ce qu'elle avait prévu. Aujourd'hui, nous n'avons plus de masques et il n'y a pas de comité stratégique. Alors, là aussi, comment faire cette complexité, parfois elle nous rattrape avec le temps et on se rend compte que nos opinions, naguère si faciles, sont en contradiction avec ce que l'on pense aujourd'hui. Oui, je ne sais pas, parce que Roselyne Bachelot, encore une fois, est une personne. Enfin, Roselyne Bachelot, comment dire, elle peut faire des trucs chouettes à l'intérieur d'un système en train d'être démoli. Enfin, il y a pas de, c'est pas impossible du tout. J'écoutais, comment il s'appelle sur France Inter, Bruno Retailleau.
Bruno Retailleau, donc la chroniqueuse qui était Geneviève Fressoz, lui dit, mais vous étiez avec Fillon. Donc Fillon, hein, oui, le monsieur qui est obligé d'être confiné avec tous ses attachés parlementaires là en ce moment. Et donc vous étiez pour supprimer 500 fonctionnaires. Hein, il y avait une surenchère, moi 200, moi 500, etc. Donc elle lui pose la question, elle lui dit est-ce que ce qui est en train d'arriver là va vous faire changer de... Et imperturbable, il dit mais pas du tout, il n'y a aucune raison de ralentir les réformes. On a absolument besoin de réformer l'hôpital. C'est-à-dire que ces gens-là continueront imperturbablement ce travail de démolition. Au contraire, c'est pour ça que je dis éventuellement c'est une bonne surprise pour le patronat, parce que la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un pouvoir, celui actuellement de Macron, bon, qu'est-ce qu'un pouvoir qui a fait autant de mal depuis 2 ans aux gens, avec autant de férocité, autant de sauvagerie, qui a attaqué, qui a défoncé le droit du travail. Hein, la loi El Khomri, c'était déjà Macron, qui est en train de nous démolir les retraites, qui est en train de les vendre à BlackRock. BlackRock qui est reçu à l'Élysée. Je veux dire, BlackRock, qui est en train quelqu'un, voilà, quelqu'un qui, comment je dirais, qui est engagé dans une telle haine de classe. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Comment est-ce qu'il va utiliser ce qui est en train de se passer? C'est ça la question qui fait système, si vous voulez. Mais vous pourriez vous dire, ce gouvernement, aujourd'hui, il a mis l'économie sur pause, il a privilégié la vie humaine, le sauvetage des vies humaines, plutôt que le profit, à tel point que même d'autres lui reprochent aujourd'hui, en appliquant aussi drastiquement le principe de précaution. Après tout, le confinement, c'est le principe de précaution appliqué drastiquement, c'est le moins qu'on puisse dire, va causer des ravages terribles en termes de chômage, de maladies qui se développent au moment où on est tous concentrés sur le coronavirus. On meurt d'infarctus, d'AVC, certains traitements ne sont plus suivis. Alors, ce gouvernement est là encore face à une crise sanitaire aussi inédite, coupable, ou au contraire, est-ce qu'il ne fait pas pour le mieux? Je ne suis pas en train de le défendre, mais je me dis, est-ce que c'est si simple que cela? Non, c'est sûrement pas simple. Mais comment est-ce que vous comprenez, par exemple, une politique de confinement assortie d'une répression que je trouve, moi personnellement, quasiment obscène? Infliger des amendes qui vont jusqu'à 3 500 € à des gens qui gagnent, qui sont peut-être au RSA et qui en peuvent plus, qui sont en train de devenir dingues dans le confinement et qui vont essayer de prendre l'air, d'accord, une telle violence, une telle férocité, jusqu'à des peines de prison ferme, etc. Alors que dans le même temps, on oblige d'aller au travail, que les photos du métro parisien, gare du Nord à 6 h du matin, montrent des quais bondés, montrent des gens à touche-touche, d'accord? Je veux dire, qu'est-ce qu'il raconte ce gouvernement? Je veux dire, qu'est-ce qu'il nous dit? Il oblige les gens à aller travailler à Paris, d'accord, 14 millions d'habitants, dans un métro bondé, mais il fait surveiller les plages du Finistère par des hélicoptères. Attendez, excusez-moi, mais il y a marqué Ducon sur mon front. Enfin, je veux dire, c'est quoi le truc? Je veux dire, à quel moment, jusqu'à combien de temps on va se foutre de notre gueule avec ce truc-là? Je veux dire, soit il y a un problème de confinement et on confine, soit on peut envoyer tout le monde bosser dans le métro et il faut arrêter d'emmerder le monde parce qu'ils vont prendre l'air sur une plage. Donc, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est je le disais tout à l'heure, c'est la violence de cette répression, la férocité de cette répression sur des histoires de promenade. Ça ne va pas. Vous dites effectivement dans votre texte Covid-19, l'ami des dominants, vous dites que vous ne comprenez pas qu'on ait fermé les plages, mais aussi les parcs, les jardins, et que tous les moyens de
police soit mise en place pour faire respecter ces interdictions. Néanmoins, vous savez bien que là encore, on est partagé entre le confinement qu'on a décrété et puis le fait qu'il faut bien ravitailler les gens qui sont confinés, il faut bien qu'ils continuent de manger, donc il faut qu'il y en ait qui continuent de travailler, et puis qu'on espère aussi que l'économie ne va pas s'arrêter totalement, parce que sinon on ne pourra pas indemniser ceux qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler. Vous savez bien qu'il y a tout ça qui est là au même moment. Mais d'accord, mais si on dit aux gens qui vont travailler, si ce gouvernement dit il faut aller bosser parce que l'économie en a besoin, mais faites attention, respectez les mesures, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas aux gens qui peuvent sortir pour aller prendre l'air? Je veux dire, les gens sont parfaitement, s'ils sont capables de respecter des gestes barrières pour aller travailler, ils doivent être capables de le faire dans une forêt, a fortiori sur une plage. Il faut quand même faire très fort pour aller tousser sur l'œil de quelqu'un sur une plage. Je veux dire, le coup de l'hélicoptère, je le trouve extrêmement symptomatique. Enfin, je veux dire, là encore, vous avez un test en grandeur nature qui est un test de l'obéissance de la police. Est-ce que la police les 160 000 personnes mobilisées, est-ce qu'ils vont accepter cette politique de répression? C'est un test. Est-ce qu'on va trouver un gendarme avec suffisamment de neurones dans la tête pour conduire un hélicoptère au-dessus d'une plage pour traquer une petite vieille qui va respirer? Oui. Manifestement, on le trouve. Donc, il y a un vrai test en grandeur nature de contrôle d'une population, avec une répression épouvantable, mais qui s'adresse sur du plaisir, de la détente, d'accord, mais pas le travail. Le travail, il faut aller bosser. Par contre, se détendre, ça, c'est pas bien. Là, vous avez une moralisation du problème. Enfin, c'est insensé. Je veux dire, je ne remets pas en cause le confinement. Le confinement était une des stratégies possibles. On verra dans quelques années si c'était la meilleure. Il y a d'autres pays qui ont fait différemment. Mais par contre, la forme du confinement, la violence du confinement, là, elle pose problème parce qu'il y a 36 manières de faire un confinement. On pourrait faire un confinement régional, par exemple. On pourrait dire, écoutez, en Bretagne, en Côte-d'Armor, il y a une personne sur une population de 600 000 habitants. Bon, on ne va pas confiner tout de suite, d'accord? On pourrait confiner régionalement, le Grand Est, etc. On pourrait confiner par âge. Je veux dire, ils nous ont suffisamment raconté que ça touche que les plus de 65 ans massivement, à quelques exceptions près en dessous, que ça touche absolument pas les enfants. On aurait pu dire, bon, faites vachement gaffe, les vieux restez chez vous, etc. Il y a 36 manières de faire un confinement. Là, je trouve que Macron s'est fait plaisir. Je vous interromps, Franck Lepage, on fait juste une pause, on se retrouve juste après. Nous sommes de retour dans Interdit d'interdire avec Franck Lepage, militant de l'éducation populaire, célèbre pour ses centaines de conférences gesticulées. Franck Lepage, nous parlions, vous évoquiez le contrôle des populations qui sévit aujourd'hui dans un pays comme la France, mais que dire des pays, d'autres pays comme Taïwan, comme Singapour, comme Hong Kong, comme la Corée du Sud, qui luttent plus efficacement que nous, semble-t-il, contre cette épidémie, mais pour cela disposent de tests systématiques dès que l'on sort de chez soi, de masques évidemment, mais aussi de traçage informatique via les téléphones mobiles. Est-ce que nous, dans notre façon de contrôler la population, est-ce qu'on n'a pas, là encore, presque un siècle de retard? On est resté au XXe siècle, nous ne sommes pas encore au XXIe siècle en France. J'ai l'impression qu'on y va vite, j'ai l'impression qu'on va rattraper ce retard très vite. Les quelques informations qu'on commence à voir circuler sur cette grosse boîte américaine dont le nom m'échappe, qui est en train de vendre un système à la PHP pour tracer comment elle s'appelle? C'est la plus grosse boîte de data aux États-Unis. Qui est en train de vendre ça à la PHP, c'est-à-dire l'ensemble de nos données de santé. Il n'y aurait pas eu le coronavirus, c'était pas possible. Je veux dire, il y avait la CNIL, il y avait suffisamment de gens qui disaient on n'est pas d'accord pour ça. C'est là où la crise sanitaire arrive comme quelque chose d'un peu magique. Ça rend d'un seul coup possible, au nom de la santé, qu'on fiche tous les habitants. Ça rend possible, au nom de la pandémie, qu'on surveille leurs déplacements, tout en nous promettant, évidemment, qu'il n'y aura pas d'utilisation autre que ça. Ça, c'est une blague. Dans votre
votre texte que je citais tout à l'heure, Covid-19, l'ami des dominants, qui est paru sur le site de l'Ardeur, vous vous inquiétez de la privatisation de l'éducation nationale. Vous disiez qu'on est en train de transformer en e-learning. Vous pouvez nous en dire plus? Ça, c'est assez simple. Ça fait depuis le début des années 90 que l'OCDE, un think tank ultralibéral européen, l'OCDE informe les marchés que les perspectives de profit, je cite la phrase telle que je m'en rappelle exactement, les perspectives de profit sur le marché éducatif pour les investisseurs institutionnels, donc les fonds de pension, les banques, les assurances pour jouer en bourse, les perspectives de profit pour ces gens-là, si on arrive à faire un marché éducatif avec de l'offre d'éducation, sont de l'ordre de 1 à 7. Je mets 1 euro, j'en gagne 7, quand elles ne sont que de l'ordre de 1 à 2 sur le marché de la construction automobile. Bon. Donc, on nous informe qu'il y a un marché qui représente 7 000 milliards d'euros en Europe et 20 000 milliards d'euros dans le monde si on arrive à faire péter les systèmes d'éducation nationale, si on arrive à mettre à la place une concurrence d'offreurs d'éducation qui vont passer évidemment par de l'informatique. Et ça fait un certain nombre d'années maintenant que des gens comme Nico Hirt, par exemple, en Belgique, ont alerté le monde enseignant en disant « Attention, l'informatique n'est pas seulement votre ami, méfiez-vous. L'informatique va faire de vous des accompagnants de logiciels et plus des enseignants. » Et je trouve, en regardant un peu ce qui se passe avec cette fameuse continuité pédagogique, qui n'est absolument pas pédagogique et qui n'est pas une continuité, qui est une vraie rupture. Je trouve que ce qui se passe actuellement, c'est qu'en grandeur nature, ce qu'on n'aurait jamais pu oser faire avant, tous les enseignants sont d'un seul coup transformés en accompagnants de contenu de formation, qu'ils rivalisent de devoirs à donner aux élèves parce qu'ils sont surveillés du coup si c'est de l'informatique. C'est-à-dire que ce qu'ils font maintenant, leurs supérieurs hiérarchiques le voient en direct, d'accord ? Que les enseignants, que les enfants sont soumis à une productivité absolument démente. Un enfant, je rappelle, c'est en maternelle 4 minutes de capacité d'adaptation continue, d'attention continue, et pour un adulte, c'est 25 minutes. Là, il se retrouve en mode je produis. Autrement dit, on a vraiment un système d'accélération de la, je ne sais pas comment appeler ça, de la performance, de la productivité, si vous voulez, scolaire, avec des profs qui ne sont plus des profs. C'est terminé, enfin je veux dire c'est terminé en très peu de temps, ils sont juste là pour accompagner le logiciel qui lui va évaluer, etc., avec derrière de très grandes firmes, des éditeurs de logiciels, derrière vous allez retrouver sûrement les Hachette, les Lagardère, tous ces gens-là, ils sont prêts, ils attendent que ça. Donc ça, une explosion des inégalités dans ce système. Alors ça, c'est tellement évident. Enfin, je veux dire, les parents qui sont pas capables de comprendre les problèmes de trigonométrie de leurs gamins dans les classes populaires, etc. Enfin, je veux dire, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Je veux dire, ce que l'école ne pouvait pas faire, même si la réforme Blanquer est en train d'aller vers ça, même si, etc. Là, le Covid-19, d'un seul coup, l'offre sur un plateau. D'où cette phrase tout à fait étonnante d'ailleurs de Blanquer, nous étions prêts depuis plusieurs semaines. Il dit ça en février. J'ai dit prêt à quoi ? Je veux dire, ça fait un moment qu'ils réfléchissent à ça. Ça fait un moment que l'OCDE prévoit que la privatisation de l'éducation nationale, du système éducatif, va passer par une informatisation et par le fait de mettre les gosses à la maison et non plus à l'école. Et donc, on est en train de faire un test en grandeur nature. Non, c'est ça qui est intéressant, excusez-moi. On est en train de faire un test en grandeur nature. On n'est pas en train de tester dans une zone, dans un machin, dans 4 écoles. On est en train de faire un test national dont on va pouvoir tirer les conclusions. D'ailleurs, vous avez déjà des politiques qui disent c'est pas mal, ça marche pas mal en fait. Il va y avoir des. Bon voilà, on est en train d'assister à ça. On pourrait imaginer, vous avez été instituteur, je crois, Franck Lepage. On pourrait imaginer effectivement que se servir d'Internet. On pourrait imaginer par exemple qu'on ait les cours des meilleurs profs au monde sur son Internet, et puis qu'ensuite on aille faire ses devoirs à l'école. Là, il n'y aurait plus les problèmes d'inégalité dont vous parlez, et on passerait moins de temps à l'école. Après tout, on y passe peut-être un peu trop de temps, non ?
On pourrait imaginer, oui, effectivement. Je ne crois pas que c'est ça qui va se passer, mais bon. Mais ça, ce serait pas idiot, reconnaissez-le. Sauf que vous raisonnez, quand vous faites ça, en termes de performance. Et donc, est-ce que l'école est le lieu qui doit pousser la performance? Oui ou non? La performance dans l'apprentissage, vous Oui, voulez dire? bien sûr. Je veux dire, les profs qui sont complètement en train de devenir dingues à essayer de faire appliquer un programme qui est beaucoup trop important pour qu'on puisse le faire en entier, d'accord? Ils sont tous en train de devenir fous avec ça. Je veux dire, là, le logiciel permet d'aller beaucoup plus loin. Est-ce que l'école est là pour éduquer la société? Est-ce que l'école est là pour former des enfants de plus en plus performants dans une espèce de compétition complètement débridée? Bah, après, c'est la question de l'optimiste et du pessimiste. Je ne sais pas si vous connaissez cette blague, une blague soviétique, elle me fait beaucoup marrer. C'est un optimiste qui rencontre un pessimiste, et le pessimiste dit « Oh là 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 là, c'est une catastrophe, la situation, ça va pas du tout, ça ne pourrait pas être pire. » Et l'optimiste répond « Mais si, mais si. » D'accord? C'est effectivement une très bonne blague. Je l'aime beaucoup. Moi, je suis un optimiste. C'est-à-dire que je sais que ça peut être pire. Franck Lepage, vous parlez aussi des progrès de la vidéomédecine à distance. Vous l'avez dit, il y a 2 secteurs entiers où les parts du service public sont encore importantes, c'est la santé et l'éducation. Dans ces 2 domaines, on peut espérer privatiser, marchandiser, faire du profit. Mais en quoi la médecine, aujourd'hui les consultations qui se font à distance parce qu'on est confiné, en quoi pourrait-elle représenter l'avenir de la médecine? Je ne suis pas suffisamment spécialiste sur cette question pour aller très loin. Ce que je peux dire, c'est qu'un outil n'est qu'un outil. L'informatique, c'est qu'un outil. Mais un outil n'est pas qu'un outil. On est en train d'assister à la 3e révolution de l'humanité. Là, je vais gagner un camembert à Trivial Poursuite, puisque après la révolution agricole avec l'invention de la roue et la révolution industrielle dont on va crever dans très peu de temps avec le pétrole et la crise écologique, on est engagé dans une nouvelle révolution qui est la révolution informatique. On est incapable de prévoir ce qui va se passer en termes de modification des métiers d'ici à 10 ans. On est incapable de prévoir ce que l'informatique va nous amener, tellement ça va vite. Vous imaginez qu'ils en sont déjà à la reconnaissance faciale en Chine, sur une population, etc. Donc ça va extrêmement vite. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, si vous me dites, ça peut être formidable, ça peut être très chouette, ça va permettre de faire des tas de choses formidables en médecine. On a des opérations qui se font maintenant de façon informatique. C'est vrai, c'est sûr, c'est certain. Et puis vous avez le versant extrêmement inquiétant des choses. Donc là encore, tout va être une question politique. Je ne sais pas quoi vous dire. La médecine informatisée. Je regarde mes notes parce que j'ai des trucs. Je dis, il ne faut pas que j'oublie de dire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous venez de lire là, que vous ne vouliez pas oublier de dire? Profitez-en. Vous avez eu la gentillesse de dire qu'on s'occupait de conférences gesticulées. En fait, ce qu'on est en train de faire dans un réseau d'éducation populaire qui comporte plusieurs associations, plusieurs scopes en France, qu'on peut repérer assez facilement, c'est qu'on est en train d'essayer de donner la parole à des gens pour qu'ils témoignent de la façon dont se met en place la domination dans leur secteur. Un peu à l'image d'un puzzle. Ce qui nous intéresse politiquement parlant dans la crise actuelle, moi je ne suis pas épidémiologiste, je ne vais pas dire des choses sur cette maladie, je ne vais pas prendre le risque de dire des bêtises. Donc bon, en revanche, à force d'observer la façon dont on a démoli la formation professionnelle, avec la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est une loi qui a un très joli nom. La façon dont on a démoli l'accompagnement des chômeurs, qui était la NPE, avec Pôle emploi, etc. On voit se mettre en place un ensemble de choses qui, si on ne les prend qu'isolément, ne font pas sens. C'est-à-dire que si vous prenez que la question de la santé, vous pouvez dire oui, il faut moderniser l'hôpital, mais c'est pas ça la question. Je veux dire, je vais citer un livre. Je suis tombé parmi. Voilà, je vais citer 2-3 bouquins. Je suis tombé sur le bouquin de Johan Chapoutot qui s'appelle Libre d'obéir. Il vient de sortir ce bouquin. Alors accrochez-vous parce que le sous-titre va piquer un peu. Le management du nazisme à aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il raconte, le père Chapoutot? Yoann Chapoutot, c'est un type très sérieux, hein. Vous pouvez, si vous pouvez voir ses conférences sur Internet. C'est un spécialiste du nazisme, d'accord? Le nazisme, c'est quoi? C'est le capitalisme dans sa version absolue. C'est-à-dire que vous laissez le capitalisme en roue libre, sans aucune opposition, vous arrivez au fascisme et au nazisme, c'est-à-dire un système où on fait travailler les gens et ensuite on les fait crever au travail, etc. Je rappelle qu'Auschwitz est un camp de travail d'abord, hein, et on va, etc. Qu'est-ce qu'il dit, Chapoutot? Il pense que les nazis avaient une horreur de l'État protecteur, de l'État qui donne des allocations à des chômeurs. Et que, ce que vont faire les nazis, c'est qu'ils vont démolir un par un les services publics et les remplacer par des agences. Là, vous vous dites, tiens, c'est marrant, il y a des agences régionales de santé. On a démoli la formation professionnelle en France, on l'a remplacée par une agence qui s'appelle France Compétences, Pôle emploi, etc., etc. C'est-à-dire que vous voyez des tendances se mettre à l'œuvre qui sont celles dont je parlais tout à l'heure. Je ne suis pas en train de dire que Macron est un nazi. Je suis en train de dire que la pente naturelle d'un capitalisme qui n'est plus régulier, qui n'est plus débridé. Et quand on parle actuellement de dérive, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a des émissions sur France Inter, alors j'aime beaucoup ça. Y a-t-il une dérive autoritaire du gouvernement Macron? Ça me fait beaucoup rigoler. Il y a plus qu'une dérive autoritaire. Vous avez, comment il s'appelle, Emmanuel Todd, qui vient d'écrire un bouquin qui s'appelle « Les luttes de classe en France au XXIe siècle ». Todd parle de dérive fascistoïde de la Macronie. C'est pareil, c'est pas Macron le problème. Macron n'est que le représentant d'un capitalisme livré à lui-même. Au-delà de la comparaison de Chapoutot, semble-t-il, entre le nazisme et le capitalisme, vous-même, plus prosaïquement, vous dites que le patronat aujourd'hui se frotte les mains. Mais ça paraît un peu étonnant, alors même que les carnets de commandes sont vides, que les échanges commerciaux sautent au point mort, que les PME sont pour la plupart dans les plus grandes difficultés, qu'un certain nombre de multinationales sont proches de la faillite et que de très grands pro-capitalistes comme Donald Trump, par exemple, semblaient encore il y a peu totalement allergiques au confinement parce que justement c'était mettre le capitalisme à rude épreuve. Alors comment pouvez-vous penser que le patronat, les capitalistes aujourd'hui ont quoi que ce soit à gagner du confinement? Encore une fois, en analyse, enfin en bon marxisme amateur, parce que ça permet de liquider une partie de l'appareil productif et que le patronat a toujours fait ça. Simplement, quand on parle du patronat, il ne faut pas confondre les petits patrons et les petits patrons. Il ne faut pas mettre dans le même sac le MEDEF et les petites PME. Le MEDEF n'est pas le copain des PME. Je veux dire, c'est insupportable cette façon de... Quand Macron dit on va aider l'entreprise, il ne dit pas on va aider les salariés, hein. Il dit on ne va pas augmenter les salaires, on va aider les propriétaires des entreprises, les propriétaires des grandes entreprises. Est-ce qu'ils se frottent les mains? Est-ce que les traders se frottent les mains, par exemple? D'accord? C'est quoi le boulot d'un trader? C'est pas de financer l'économie réelle, c'est de jouer sur des hausses et des baisses. Là, c'est festival pour eux. Je veux dire, vous avez des... Pour ceux qui ont joué à la baisse, mais pas pour ceux qui ont joué à la hausse. Évidemment. Évidemment, mais je veux dire, il y en a qui vont jouer à la baisse. Enfin, je veux dire, c'est formidable, c'est génial. Vous avez des baisses de 14%, des remontées de 5%. Enfin, c'est la fête chez les traders pour les bourses en ce moment. Je veux dire, rappelez-vous comment Soros s'est fait des sommes d'argent considérables en pariant sur la chute de la livre, en pariant sur la dette grecque, etc. Donc, je veux dire, quand vous dites le patronat, ça dépend de quel patronat on parle. Encore une fois. C'est bien ce que je voulais vous entendre dire. Ceux qui vont en baver, c'est les petits patrons, ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Mais bon, il y a un moment, il va falloir qu'ils choisissent leur camp et qu'ils arrêtent de croire que le MEDEF est leur pote. Mais bon, ça, c'est leur problème. Vous dites depuis longtemps que les travailleurs doivent devenir les propriétaires de leur outil de travail. Les travailleurs, pas l'État. Ah non, non, surtout pas l'État, non, bien sûr. Bon, ça, là, je cite du Bernard Friot, hein, Bernard Friot que vous avez fait intervenir, je crois déjà. C'est notre président. Oui, qui est venu dans cette émission. Effectivement, Bernard Friot, selon nous, est la seule perspective crédible à gauche aujourd'hui. Et une de ces hypothèses est effectivement qu'il est temps que les travailleurs deviennent propriétaires de leur outil de travail. Ça passe par des formes coopératives, ça passe par des choses comme ça. C'est la seule façon de s'en sortir, ça sera ça, c'est sûr, c'est certain. Voilà, c'est très simple. Que les actionnaires doivent être évincés sans indemnisation et les prêteurs non remboursés. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Mais à ce moment-là, pour Google, c'est pareil que pour la petite PME. J'imagine que les travailleurs deviennent propriétaires de Google et tous deviennent du jour au lendemain millionnaires ou milliardaires, surtout s'ils n'ont plus besoin de rembourser leurs actionnaires. Vous allez fabriquer alors des pauvres d'un côté, mais des très très riches de l'autre. Ne croyez-vous pas? Non, mais ça se fera pas du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de parler du grand soir là. Ce que dit Bernard Friot est très juste. Enfin, il dit ça a pris 5 siècles à la bourgeoisie pour reprendre le pouvoir. Ça prendra encore pas mal de temps pour que les travailleurs prennent le pouvoir. La question est de savoir vers où on va. La question est de savoir là, on va dans le mur. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est facile à voir. La crise du coronavirus, elle met en lumière plein de choses déjà sur les restrictions de la recherche, sur des choses comme ça. Moi, je peux vous donner des exemples personnels. J'ai un beau-frère qui était chercheur. Il travaillait sur des trucs très pointus avec des IRM là, sur l'infarctus électrique du cerveau de la souris. Là. C'était un type passionné de recherche. Il travaillait à Caen. Il a arrêté. Il a donné sa démission. Il a donné sa démission à partir du moment où, plusieurs années consécutives, il s'est rendu compte que son métier, c'était plus de faire de la recherche, c'était de faire des montages de dossiers de financement. Ben voilà. Voilà. On est en train de transformer la recherche en une entreprise. Comme on transforme l'hôpital en une entreprise, les gens ne peuvent plus soigner. Ils sont plus en train de faire du soin. Ils sont en train de faire du fric. Les infirmières, comment ça se met en place un truc comme ça? Ça se met en place avec des outils comme la démarche qualité, par exemple. La démarche qualité est une saleté qui est en train de flinguer tous les services publics et de transformer tout le monde en une espèce de robot qui n'a plus de métier et qui suit des protocoles. Eh bien, la démarche qualité est en train de flinguer secteur après secteur, la formation continue, etc., etc., etc. Demandez aux infirmières ce qu'elles en pensent. Est-ce qu'elles pensent qu'elles ont encore un métier quand elles doivent faire de la traçabilité, je ne sais pas combien d'heures par jour, etc. Elles n'ont plus de métier. Hein, c'est le philosophe, je crois, c'est le psychanalyste Christophe Dejour, je crois, il me semble que c'est lui, qui disait travailler, c'est trouvailler. Quand on ne peut plus inventer son métier, on n'a plus de métier. Et l'hôpital, on prend l'exemple de l'hôpital, mais on pourrait parler des profs, on pourrait parler de plein d'autres secteurs, mais l'hôpital est dans un désarroi, enfin, absolument, mais inimaginable. Une conférence gesticulée d'Elisabeth Ferry, qui est aide-soignante dans un EHPAD, puisqu'on a parlé des EHPAD. Son EHPAD a été racheté par un fonds de pension américain. Bon. Du coup, ils ont une diminution du personnel par 3, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 personnes pour surveiller la nuit 80 personnes en grande dépendance, il n'y en a plus qu'une. Ils sont passés de 1 douche par jour à 1 douche par semaine. Alors, je voudrais savoir... le ministre de la Santé, là, combien de douches il prend par semaine, ça m'intéresserait. Ils n'ont plus de couches. Ils ne peuvent pas changer les vieux qui se pissent et qui se font dessus. Ils n'ont plus assez de couches. Ils sont obligés d'aller piquer des couches dans des autres services, en cancéro, etc., pour pouvoir, etc. Et donc, ça, c'est très concret. Ça, c'est le résultat d'une transformation des EHPAD comment je dirais, en matière à profit. Est-ce que vous avez reçu
Est-ce que ça vous est arrivé il y a quelques temps d'aller sur Météo France? Non, ça m'est jamais venu à l'esprit. Ça vous est jamais venu à l'esprit? Eh ben, il y a des pubs sur Météo France. Et il y a quelques mois, il y avait une pub qui est restée en ligne un certain nombre de chaque fois qu'on allait sur Météo France. Moi, je fais du parapente, donc je vais tous les jours sur Météo France pour savoir si je peux voler. Et alors là, il y avait une pub qui disait investissez dans les EHPAD, rendement garanti à 11%. Je ne comprenais pas cette pub. Je veux dire, comment est-ce qu'on investit dans un EHPAD? Mais c'est très simple. Vous achetez une chambre. Vous devenez propriétaire de la chambre et vous la louez à des vieux qui viennent mourir là. Et on vous garantit du 11%. D'accord? Et voilà. Voilà la situation des EHPAD aujourd'hui en France. À part ça, ça n'empêche pas les médias dominants et puis le gouvernement de pleurer sur la situation de ces pauvres EHPAD qui sont attaqués par le coronavirus. Enfin, je veux dire, on se fout du monde. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Franck Lepage, aujourd'hui, on parle beaucoup des inégalités, à croire que le confinement les aiguise encore davantage. C'est vrai que certains sont coincés dans des surfaces réduites et le fait de ne pas pouvoir sortir les rend plus réduites encore. Vous-même, vous militez pour que les salaires, pour le salaire à vie de Bernard Friot et que les salaires qu'on puisse pas aller plus loin que de 1 à 3. C'est toujours le cas? C'est une proposition de Bernard Friot, effectivement. 1 à 3, 1 à 4, peu importe. Mais c'est vraiment ça la perspective révolutionnaire, c'est d'attacher. Bon, on va pas reprendre son hypothèse parce qu'il vaut mieux aller voir directement la source. Mais l'idée. Et qu'il a lui-même, il l'a assez bien expliqué dans cette émission. Il suffit de se reporter à Interdit d'interdire avec Bernard Friot. En 1985, une femme qui s'appelle Viviane Forester, je crois, a écrit un livre qui s'appelait L'horreur économique. Dans l'horreur économique, elle dit on est en train de modifier le système de production de façon à ce qu'il va y avoir de plus en plus de gens privés d'emploi, privés de travail. Et l'informatique va décupler ça. Hein. Toutes les professions du transport vont sauter puisque maintenant les bagnoles se conduisent toutes seules, etc. Et Viviane Forester pose une question très intéressante. Hein. Elle dit ok, tant qu'on est dans un État démocratique, ces gens qui sont en trop, qui n'ont pas d'emploi, qu'on ne peut pas employer, d'accord, puisqu'on n'emploie les gens que quand on peut faire du profit avec dans ce système, bon, on va leur donner des indemnités. Mais qu'est-ce qui se passe si le régime bascule et qu'il cesse d'être une démocratie? Qu'est-ce que ces gens deviennent et qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, ce que dit effectivement Todd, c'est que quand on est actuellement dans une dérive fascistoïde de ce système. C'est-à-dire qu'à tout moment, ce système peut dériver. Quand on a un gars comme Macron et qu'on lui confie un truc comme la Ve République, qui est vraiment, vraiment une saloperie. Je veux dire, la Ve République est un régime présidentiel qui a été mis en place dans des circonstances très particulière pour un général dans une situation de guerre en Algérie. Okay, c'est une situation qui annule complètement le Parlement. Le Parlement ne sert strictement à rien. Hein. Vous n'avez qu'à regarder les 308 marionnettes qui ont été engagées pour servir de paillasson à Macron en un été 2017. Le Parlement ne sert à rien. Donc c'est un régime présidentiel qui permet de donner les pleins pouvoirs. Moi, je dis que Macron est à quelques encablures de faire agir l'article 16. Je veux dire, quand on voit comment il a traité les Gilets jaunes, qui était un mouvement extraordinaire, un mouvement populaire magnifique. Enfin, je veux dire, moi, je suis très fier d'habiter un pays qui a connu les Gilets jaunes. Quand on voit la répression du mouvement social qu'il a engagé contre toute forme de manifestation, gazer tout le monde d'entrée, etc., on se dit que ce régime peut basculer. Puis c'est pas le seul, hein, c'est en train de bouger comme ça partout dans le monde, vous le savez. Et donc, la question, c'est que si ces gens sont en trop, les gens qui ne sont rien, comme dirait Macron, hein, il a eu cette très jolie formule, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est pour ça que la réponse de Friot est intéressante. Friot dit « tout Français à sa majorité devrait avoir un droit à un salaire attaché à sa personne, de même qu'il a le droit de vote, de même qu'il a des droits etc., etc. Ça devrait être un droit et ensuite on fait évoluer ça. C'est une hypothèse qui ne se mettra pas du jour au lendemain en route, mais c'est la seule hypothèse vers laquelle on peut cheminer pour sortir de ce système qui nous emmène dans le mur. Pour ça, il faut créer un rapport de force. Merci Franck Lepage de nous avoir accordé toute une heure. Portez-vous bien et j'espère à bientôt en chair et en os. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.